parti, j'ai tout plaqué à 20 ans. C'est quoi mon rôle dans la vie? À quoi je sers? Dans tout ce qui est projets sociaux, il n'y a pas de budget. Mais en même temps, s'il n'y a pas de com, il n'y aura pas de budget. En fait, il y avait un gros manque. Moi, mon premier système, c'était de faire du bénévolat. Je veux être l'ambassadeur de mon produit. Je veux prouver que ça fonctionne ce que je fais. Voilà, d'arriver avec un format où les gens, bim, on les arrête et regarde ça et tu vas t'en rappeler. Il y a 2 ans, on m'a appelé pour aller monter le Kilimandjaro avec 7 filles de Villejuif, qui était une association. Et c'est là où tout a pris son sens. Les gens se sont arrêtés, ils ont éteint leur téléphone pendant 45 minutes dans le noir dans un cinéma. Toute la salle a pleuré. Elle a récupéré 90 000 euros. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai appris que l'émotion, c'était le plus important. Je veux pas faire de la vidéo, faire de la vidéo. Moi, j'ai pas de client one shot et j'en veux pas. C'est important, justement, d'être en dehors des clous et de proposer quelque chose de nouveau. En vrai de vrai, comme tu fais beaucoup d'erreurs, t'avances vite. Moi, la photo, la vidéo, moi, je dis souvent, c'est mon passeport, c'est ce qui m'a fait vivre des trucs de ouf dans ma vie. Comment passer de la conviction à l'action? Nous, c'est Paul et Margot, et nous partons à la rencontre de ceux qui ont réussi à le faire. Ce sont des entrepreneurs qui, à travers leurs histoires et leurs expériences, vont nous permettre de comprendre comment ils se sont mis en mouvement. Alors, prêt à prendre la vague? Let's go pour ce podcast. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Trop cool de t'avoir. Moi, je sais que le premier truc qui m'avait un petit peu marqué, c'était l'histoire que tu avais racontée. Je sais que tu l'as beaucoup détaillée sur ton site. Ouais. Du coup, je trouve ça cool d'y revenir pour peut-être comprendre le contexte qui fait qu'aujourd'hui, tu es vidéaste engagé. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter rapidement et puis ensuite qu'on parte sur d'où tu viens un peu, quoi. Ouais. Je m'appelle Adrien Scat, je suis du coup photographe, réalisateur maintenant. Tu veux qu'on commence dans les détails? Bah écoute, ce qu'on peut faire, du coup aujourd'hui t'es vidéaste, Ouais. photographe, Ouais. plutôt Vidéaste sur aujourd'hui. l'impact, Ouais, plutôt exactement. vidéaste, ok. Bah ouais, puis la photo, ouais, un peu moins maintenant. Pourquoi du coup? Pourquoi? Parce que je pense qu'on est dans un monde de vidéos et que du coup la demande est beaucoup plus forte et j'ai trouvé que bien que je sois un grand amoureux de la photo et je resterai un fan de photo, on peut raconter des histoires beaucoup plus impactantes, beaucoup plus en détail, à mettre beaucoup plus d'émotions et c'est beaucoup plus accessible à tous la vidéo que la photo. Je pense que la photo c'est un peu niche, c'est un peu art, chacun a un peu sa sensibilité et apprendre à passer 2 minutes devant une photo, à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est pas donné à tout le monde et voilà. Donc la vidéo, je pense que dans ma recherche d'avoir de l'impact pour les projets, je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup plus impactante et donc je me suis mis dedans alors que c'est pas forcément une grande partie de plaisir sur certains points comme le montage etc. pour moi, mais voilà. Mais je trouve que voilà, ma finalité c'est ça, donc je suis content. Ouais, je te comprends. Je trouve qu'il y a un côté plus fastidieux à la vidéo C'est avec le un montage. travail d'orfèvre à des moments, ouais. Ouais. Quand tu fais des longs formats, c'est un taf énorme. Il faut des équipes. Pour l'instant, je suis tout seul. Mais la récompense derrière, quand tu arrives au résultat final et que tu trouves un public, elle est démultipliée. Elle est top, ouais, exactement. Ok, trop bien. Et ben du coup, avant que tu décides du coup de devenir photographe vidéaste engagé, ça c'était quand? Que j'ai décidé, je Ouais. pense que ça s'est fait au fur et à mesure. En vrai de vrai, je pense que c'est un processus. La photo, j'ai décidé d'en vivre en 2017. Ok. J'ai voulu, c'était l'intention. Mais la réalité, je pense que c'est 2019. Ok. Ça a mis 2-3 ans. 4 Et j'ai commencé la photo en 2015. Ok. Donc ça a été tout un processus. Moi j'ai commencé par le voyage, j'ai commencé la photo par le voyage. Je suis parti, j'ai tout plaqué à 20 ans. Du coup, si on revient au tout début. Tout début. Fin de ton lycée, t'en es où? Ok, ouais, bon bah moi c'était un peu adolescence catastrophique, mais cool. À 16 ans, j'allais plus à l'école. Je faisais pas mal de conneries, etc. C'était un peu compliqué. Et à 16 ans, j'ai tout plaqué. Enfin, on m'a viré de l'école. Bref, c'était un peu compliqué. Je me suis retrouvé à travailler. J'étais dans une démarche de vouloir faire commercial. Je voulais un peu être indépendant. Je voulais montrer que sans école, on pouvait y arriver. Je pense que j'avais un gros conflit
avec l'école et avec le système. Donc, je voulais prouver qu'on pouvait y arriver sans bac, sans toutes ces choses-là. Et j'étais persuadé que je pouvais y arriver. Et donc, tout un processus, j'ai fait du porte-à-porte pendant des années. Bref, un peu les tafs de... Pas terribles, très compliqués, mais qui m'ont développé énormément. Aujourd'hui, je me rends compte. Jusqu'à trouver le CDI qui va bien. Voilà. La réussite un peu sociale que personne n'espérait pour moi. J'étais commercial dans la pub pour le champagne, je vendais des articles publicitaires, de la com, etc. J'étais commercial. Donc voilà, tu vois, le SMIC plus les coms, tu te fais des bonnes coms, t'as la voiture, t'as la carte essence. T'étais où? C'était tout ça. Moi, je suis originaire de Reims, Ok. donc c'est pour ça le champagne. Je travaillais pour un gars qui m'a donné ma chance, qui pareil n'avait pas forcément fait d'études et qui m'a dit vas-y tiens viens, embarque avec moi ouais, et on va voir de toute façon. Si tu vends pas, tu vas pas gagner grand-chose, donc il va falloir que tu vendes. Et voilà, j'ai fait ça pendant quasiment 2 ans. J'ai appris la com, j'ai appris la vente. Hein, tu vas travailler dans une entreprise. On était que deux, mais bon, voilà, c'était la première fois que je travaillais vraiment dans une entreprise. J'ai toujours été un peu indépendant, porte-à-porte, de l'intérim, des petites choses comme ça. Et ce gars-là, il était fan de photos. Et du coup, il m'a donné un peu ce goût-là de l'image, ce goût-là du beau, ce goût-là, voilà, de la com. On vendait de la com à cette époque-là. On parle d'une époque où les gens n'avaient pas encore forcément des sites internet. Ok. Voilà, on vendait des sites internet, on vendait encore des enveloppes, des facturiers carbone, c'est pour bien. Donc voilà, c'était un peu une autre époque. Les réseaux sociaux, il y avait Facebook. Mhm. Donc la com était différente. Et voilà, moi, à cette époque-là, je me suis fiancé à 20 ans. Je me suis fiancé en Turquie, c'est ce qui a été mon premier voyage de ma vie. Ok. Mon ex était turc et d'origine turque et du coup, c'est ce qui m'a un peu donné le goût au voyage et cette ouverture un peu d'esprit de me dire ah mais en fait ailleurs il se passe des choses et ailleurs ça peut être beau, ça peut être intéressant. J'ai vraiment kiffé, tu vois, j'ai vraiment kiffé ce mélange de culture, découverte d'une culture que je connaissais bien parce que bah j'étais avec elle et aussi parce que je l'ai découvert là-bas. Et donc j'ai eu un petit ras-le-bol ouais, avec le taf. En fait, je me suis dit, putain, il y a 4 ans, personne n'aurait dit que voilà, que que j'allais réussir à avoir un bon taf, à avoir de l'argent, etc. Et j'y suis. Et du coup, c'est quoi les next steps, en fait? Clairement, c'est quoi les next steps? C'est quoi mon rôle dans la vie? C'est quoi tout ça, en fait? À quoi je sers? C'est quoi le but de me marier, d'acheter une maison, d'avoir une petite vie tranquille, alors que je viens de loin et que j'ai déjà réussi ça en aussi peu de temps. Ouais. Et il va me rester beaucoup d'années, en tout cas, je le souhaite à vivre. Donc c'est quoi la suite, en fait? Est-ce que ça y est, le jeu est terminé? Non, c'est mort. Donc j'ai eu un petit coup de fouet ouais, au moment où je me suis fiancé et j'ai dit les amis, je suis désolé mais je pars. Et donc j'ai parlé avec mon patron m'a dit vas-y, prends le chômage et barre-toi, profite, kiffe. Moi j'aurais voulu le faire, t'as l'occasion, t'es encore jeune, profite. Et donc je suis parti avec le chômage, j'avais pas d'argent à l'époque. Et c'est lui qui m'a acheté un petit appareil photo. Ton patron Mon de patron l'époque. avec l'entreprise, bref, on avait partagé les frais et tout, il avait pris hors taxe et tout. Il m'a acheté un petit appareil photo, il m'a dit, bah, kiff, à l'époque, les téléphones, ils étaient pas très efficaces en termes de photos. Et je suis parti, et voilà, hein, autodidacte, j'étais sur YouTube tous les jours, à regarder comment ça fonctionne, les time-lapse, les longues expositions, les machins, les ceci, les cela. Et je suis parti en Inde. Gros choc, je parlais pas un mot d'anglais. Je parlais pas un mot d'espagnol, enfin, à part la Turquie, j'avais jamais vécu autre chose. Et c'était un gros choc pour moi. Gros choc, j'ai failli rentrer au bout de 10 jours. T'as choisi le truc le plus éloigné de ce que tu connaissais, en fait. Exactement. Mais en fait, j'avais aucune idée. Moi, je savais pas ce que c'était, en fait. J'ai pas eu une éducation de voyage. J'ai jamais entendu des gens qui partaient voyager. Donc, pour moi, bah, l'Inde, je voulais aller vers l'Est. C'était le premier pays qui m'intéressait à l'Est de l'Europe. Donc, j'ai été là-bas, en fait. Et, euh, et voilà, et du coup, tous les jours, ça a duré très longtemps. Ça a duré presque 1 an et demi. Donc, En Inde? non, à voyager. Ok. Et donc, bon, j'ai fait une paire de pays jusqu'à faire un peu le tour du monde. Avec ces 850 € par mois que l'État me donnait. Bon,
pas très cool, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a permis de me développer, d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, de découvrir beaucoup de choses et surtout de découvrir un peu ma passion, qui est devenue la photo. Et je me suis retrouvé pendant 1 an et demi à prendre des photos tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous Mhm. les jours, tous les jours, tous les jours. À les retoucher sur mon téléphone, j'avais pas d'ordi, j'avais pas tout ça. Et à balancer ça sur les réseaux. Et voilà, ça marchait bien à l'époque, le voyage. Mais en fait, quand je suis rentré en France, je me suis dit, OK, il faut que je professionnalise ça. Et pour moi, il n'y avait pas d'intérêt de le faire en France parce que j'avais plus trop où aller. Comme j'avais un peu fui de là-bas, donc j'ai décidé de partir en Colombie. Ok. Et en Colombie, j'ai voulu me professionnaliser, ce qui s'est pas forcément fait. Mais c'est là où j'ai décidé de commencer à échanger la photo contre l'hébergement, contre des associations, contre de la com. Je faisais des ateliers photo à des enfants dans les favelas, dans les associations, dans les quartiers, dans les écoles. Voilà, on essaie de trouver des petits moyens de communiquer, de montrer ce qui se passe chez eux, mais que eux aussi le racontent. Moi, c'était ça le plus important. Mhm. Et voilà, et en fait, moi, ça me permettait très égoïstement d'aller dans des endroits qui étaient pas vraiment possible en Colombie. Et donc, c'était un peu, mais après, j'ai découvert que ça existait des fixeurs, etc. pour les journalistes. Mais pour moi, c'était un peu ma manière d'avoir des fixeurs dans certaines zones. La Mhm. Colombie, on sait, il y a des zones qui sont toujours un peu compliquées. Et donc, ça me permettait d'aller dans ces endroits-là, dans la jungle, dans certaines zones un peu de conflit, etc. Je partais avec les associations, on allait voir des jeunes, on faisait des ateliers photo, on ramenait des petits appareils numériques. Mhm. Et moi, je prenais en photo les backstage, je prenais en photo la vie, et on faisait des petites expositions dans ces villas, dans ces villages, dans ces quartiers. Et moi, j'ai eu beaucoup d'impact à tout ça. Je me suis rendu compte que les parents ont découvert la réalité de leurs enfants, la réalité de leur zone, de leur quartier, la vision de leurs enfants. Moi, j'ai pu promouvoir certaines zones au cœur enfin, pour les Colombiens qui venaient des villes, qui n'allaient pas forcément dans ces zones-là, et du coup qui disaient, ah oui, c'est vrai qu'il y a des réalités là-bas, il faudrait qu'on y aille. Bref, j'ai vu beaucoup d'impact dans tout ça. J'ai vu des associations qui ont un peu level up aux photos sur les Instagram, sur leur site internet, sur leurs plaquettes. Et je me suis rendu compte que en fait, il y avait un gros manque dans tout ce qui est projets sociaux. Il n'y a pas de budget. Mhm. Mais en même temps, s'il n'y a pas de com, il n'y aura pas de budget. Moi qui viens de la com, j'en étais conscient. Et pour moi, c'est, voilà, en fait, vous êtes comme des entreprises, vous avez besoin de budget pour faire des Mhm. projets. Et comment on fait quand on est une entreprise pour trouver du budget, en tout cas pour récupérer des fonds, c'est de faire de la com, c'est d'aller promouvoir des choses, vendre un produit. Bref, il y a plein de moyens. Mais en tout cas, promouvoir ces actions, c'est la base en fait. Et si personne n'est formé à ça, si personne ne crée de contenu sur ce que vous êtes en train de faire, en fait, personne va jamais savoir ce que vous êtes en train de faire et donc personne va s'intéresser à ce que vous faites. Mhm. Et donc c'est voilà un peu ce cercle qui est faut faire de la com pour avoir de l'argent, il faut de l'argent pour faire Ouais, des d'accord. projets, etc., etc. Et du coup, il faut de l'argent pour faire de la com. Et donc, on a 2 000 euros, mais du coup, on a une problématique qui est, j'en sais rien, la problématique locale. Donc, les 2 000 euros, on va la mettre dans la problématique et pas la mettre dans la com. Et voilà. Donc, c'est toute une réflexion, c'est plein de mindset à changer, c'est plein de visions à changer pour les gens et de leur dire, bah non, peut-être que les 2 000 euros, il faut peut-être mettre moitié dans le projet, moitié dans de la com et se servir de ça pour pouvoir récupérer peut-être 5 000 la prochaine fois ou peut-être 10 000 la prochaine fois. Mhm. Et du coup, avoir un projet qui est plus gros, qui a plus d'impact et au fur et à mesure, tu crées un peu un cercle. Est-ce que tu penses que c'est compliqué pour les associations de mettre de l'argent dans la com, qui est pour moi quelque chose de long terme Mm. ou moyen terme, quand justement il y a peut-être des urgences sur le terrain? Enfin, les associations, la plupart du temps, c'est des besoins qui sont Ouais, primaires carrément. presque. Mais en fait, c'est comme tout, hein. Moi, je pense qu'il faut réfléchir en termes entreprise. Quand on fait des trucs du jour au lendemain, tout le temps, en fait, c'est pas pérenne. Mhm. Tu vois, les projets vont pas avancer. Donc, il faut structurer, il faut trouver des budgets et il faut être conscient que le budget, comme il faut aussi le trouver. Euh, et, euh, et aussi, il faut apprendre il y a il y a une problématique dans tous ces sujets-là, c'est beaucoup les dons. Comme beaucoup de ces projets-là, c'est souvent des donateurs privés ou publics, n'importe, mais on va dire principalement privés. Les gens veulent un retour sur ce qu'ils donnent. Et Mhm. donc, quand ils vont donner 100 euros, 50 euros, ils veulent que ces 50 euros-là soient utilisés pour
pour la cause et non pour le fonctionnement. Sauf que le fonctionnement, il fait partie de la cause. Et malheureusement, on a un manque d'éducation par rapport à tout ça. Tous les donateurs, mais aussi bien les porteurs de projets. Il y a un gros manque d'éducation sur le fait qu'il faut réfléchir comme une entreprise. Il faut structurer, il y a des budgets de fonctionnement, il y a des budgets qui partent, tu vois, là on est au Sénégal, dans des... Ici, il y a plein de faux frais, ce qu'on appelle des faux frais ici, et il y a plein d'argent qui part dans des faux frais, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi les faux frais? Les faux frais, ça peut être tout, c'est beaucoup de problèmes. Ah, tu veux dire voilà, des c'est des frais frais de tous les annexes, jours. comme Si ça, c'est de la logistique, bah c'est l'essence, c'est peut-être un peu de backchiche à droite à gauche, c'est peut-être des réparations que personne n'aurait pensé, mais ici c'est le cas. Voilà, c'est payer la bouffe au chauffeur parce que bah oui, il faut lui donner à manger ici, ce qu'on va pas faire chez nous. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, mais qui sont les réalités locales. Nous, quand on fait des travaux, par exemple ici, tu fais des travaux, bah voilà, tu donnes à manger à tout le monde. Faut que tu ailles acheter de l'eau, faut que tu ailles acheter ci. Alors oui, c'est pas du ciment, mais en fait, les gars, s'ils ont pas à manger, ils vont pas travailler. Et ça fait partie du jeu. Donc voilà, il y a toujours plein de faux frais et il y a faut mettre un peu d'essence là, il n'y a pas d'électricité, donc faut ramener un générateur, donc faut payer le gars, donc faut ci, donc faut ça. Et donc il y a toujours plein de choses. Et ça, malheureusement, il y a un gros problème, je pense, dans les projets sociaux. Les donateurs, ils vont dire, il y a un projet d'eau, je sais pas, d'accessibilité à l'eau, les 50 € que je donne, je veux que ce soit dans ça. Mais en aidant le gars qui va venir, etc., bah, en fait, tu aides aussi à ce processus-là. En payant le gars qui va venir prendre des photos pour promouvoir l'action, bah, ça va peut-être en payer peut-être deux après, deux forages, deux puits, si par exemple c'est le genre de projet que tu fais, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est pas une question de, peut-être du coup, de transparence et de communication sur le fait que, bah, de faire comprendre que ces frais, ils ont un impact direct sur la cause derrière et qu'on a peut-être besoin de ça pour arriver à des choses plus concrètes? Ouais, carrément, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est un problème d'éducation, c'est un problème, ça peut être de l'éducation. En fait, tu peux le communiquer aussi, tu as raison, tu vois, c'est une question de transparence. Mais voilà, c'est une question d'éducation, c'est-à-dire même dans ta com, bah, c'est éduquer les gens à leur dire, bah écoute, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et quand vous donnez 1 000 €, bah oui, il y a 300 € qui partent dans des trucs qui sont comme ça en fait, et qu'on peut pas changer, tu vois. Et il faut aussi peut-être payer quelqu'un et peut-être payer un téléphone pour pouvoir qu'on filme, qu'on mette un peu des stories, qu'on fasse un peu d'Instagram pour montrer ce qu'on fait, pour pouvoir promouvoir et pour pouvoir trouver des nouveaux donateurs, partenaires, bénévoles, etc., etc. en fait. Si personne ne sait ce que tu fais, personne va t'aider en fait. Et donc moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pour essayer de comprendre comment ça pouvait fonctionner, comment on pouvait créer un système économique viable, comment une association qui n'a pas d'argent, elle peut se payer un photographe, un vidéaste, parce que moi je peux le faire bénévolement 5 minutes, mais à un moment il faut que je me rémunère aussi. Il faut aussi que je prenne mes billets d'avion, il faut aussi que je me déplace, il faut aussi que tout ça. Et j'ai pas. Ouais, t'as besoin de vivre aussi à côté. Et je suis persuadé que j'apporte de la valeur. Je suis persuadé que j'apporte de l'aide au projet en le faisant. Et donc c'est rentable en fait. Et à aucun moment, moi, j'accepte une somme si je sais que ça va pas générer quelque chose derrière. Ça a été quoi enfin, j'imagine que du coup, tu as dû réfléchir à différents systèmes qui pouvaient fonctionner. Ça a été quoi et est-ce qu'il y a des choses que tu as pu tester sur le terrain? Ouais, je pense que j'ai testé des choses beaucoup. Moi, mon premier système, ça a été de faire du bénévolat. Ça a été de montrer que que le système fonctionne. C'est-à-dire, ok, moi je peux pas prouver par A plus B que si tu m'achètes une vidéo ou une photo, une série de photos à, je sais pas, 500 €, 1 000 €, n'importe, que tu vas pouvoir récupérer peut-être 10 fois plus, 5 fois plus, 2 fois plus, en tout cas que tu sois rentable. Sachant que, comme tu l'as dit, la com c'est long terme, c'est moyen terme, c'est jamais du bim, on a posté une photo, ah on gagne 10 000 €, non, ça fonctionne pas comme ça. Donc comment on fait pour que ce soit viable, etc. Il faut le prouver. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Sénégal. C'est pour ça que c'est là où je me suis vraiment professionnalisé. En Colombie, je l'ai toujours fait, mais je l'ai jamais vraiment structuré. Je l'ai fait un peu comme ça, et en fait, je me suis rendu compte après que effectivement, j'étais en train de tester beaucoup de choses, mais j'avais pas fait ça tu vois, je l'avais pas planifié, j'avais pas fait tout un projet de com, etc. C'était plus, je fais les photos, on les poste, et puis tu te rends compte que bah finalement, ça fait avancer un peu le truc.
Et du coup, moi, je suis venu pendant le Covid à Cabadio, ça s'appelle. Parce que du coup, tu as enchaîné la Colombie. Enfin, Ouais, tu as fini la Colombie, tu es je suis rentré en rentré en France. France Ouais. pendant quelques temps et après, tu es reparti Je suis direct. rentré en France, ouais, j'ai eu une opportunité de boulot à Paris. Je travaillais dans l'art. J'étais commercial dans l'art et moi, c'était aussi une opportunité pour revenir un peu en France où ça faisait une paire d'années que j'avais quitté. Et surtout comprendre comment je peux faire du réseau et comment peut-être avoir un petit peu cette émulsion en France pour justement structurer un peu ce projet-là. Mhm. Ok. Et donc le premier projet, ça a été de partir en Casamance au Sénégal, dans un petit village qui s'appelle Cabadio, là où il y a une association qui s'appelle Perma Cabadio, qui m'avait contacté, qui fait un peu mes photos quand j'étais en Colombie. Et, euh, l'idée, ça a été de se dire, bah, on fait la com du village. Là-bas, on a un lieu de vie. Le lieu de vie, il aide les jeunes à éviter de prendre la pirogue. C'est lutter contre l'exode des jeunes par la permaculture. Donc eux aussi, c'est un projet un peu test. Ils testent des choses pour essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pour essayer de fixer les jeunes, pour éviter qu'ils prennent la pirogue et qu'on les perde morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique. Ou alors qu'ils se retrouvent en Libye à moitié esclaves, enfin bref, voilà. Et surtout leur trouver un système économique viable chez eux, quoi. Et donc moi je me suis dit, bah écoute, on va faire la com du village, on va promouvoir la vie de tous les jours, on va promouvoir leurs actions, on va promouvoir leurs projets locaux, on va faire tout ça. C'était en période de Covid, il se passait rien dans le monde, donc moi j'étais actif, j'ai fait la com sur mon compte par rapport à tout ça. Et ça a pris. Cabadio a reçu énormément de projets, a reçu énormément de... Les gens connaissaient, alors que les gars du village d'à côté, des fois, le connaissent même pas. Quand tu dis les gens connaissaient, Les gens en France, etc., ils commençaient à voir Cabadio, c'est ils où, suivaient etc. quoi. Ils suivaient le truc. Alors que c'est un tout petit village qui est perdu au milieu de la brousse, bloqué entre le Sénégal et la Gambie. Donc je faisais la promotion culturelle. Et en fait, j'ai senti un bel élan de solidarité par rapport à tout ça. Il y a des marques qui m'ont appelé, on veut faire un projet là-bas, etc., etc. Je me suis dit, c'est fou en fait. Ces gens-là, ils veulent même pas venir à Dakar, ils veulent venir à Cabadio. Que voilà, personne ne s'est jamais intéressé à ces gens-là. Et ça a créé aussi ça en fait. Je me suis rendu compte que ça leur a donné, ça a apporté des projets, ça a apporté du tourisme, ça a apporté plein de projets au village et du coup que nous on pouvait comment on appelle ça, gérer avec le lieu de vie qu'on a. Ils pouvaient venir, logistiquement parlant, on pouvait assurer tout ça. Donc ensuite, voilà, il y avait une pérennité dans le projet. Donc ça a créé, concrètement, ça a créé du tourisme auprès du village. Ouais, c'était c'est un ça tourisme projet, hein, c'est un tourisme social, tu vois. C'est genre une association qui lutte contre, par exemple, les problèmes de vue. Hop, ils viennent, donc ils cherchent des endroits pour aller dans des villages, pour offrir ensuite des lunettes de vue à des gens qui n'ont pas forcément accès. Ok. Voilà, ce genre de projet, bim. Et ils s'intéressent. Ah, intéressés. Cabadio, intéressé, cool. Mais vous avez un lieu pour nous accueillir? Ouais, bien sûr, on a tout. Ok, très bien. Et ils viennent. Et du coup, voilà, nous, ça rapporte de la valeur au village. Ça rapporte, nous, de la valeur à l'association parce que nous, on facture le mafé tous les jours et comment ça s'appelle? Le stay, l'hospitalité, quoi, Ouais. les chambres, Les etc. chambres. Voilà, eux, ils ont un budget pour ça parce que où qu'ils aillent, forcément, ils payent un hôtel ou un lieu. Et donc voilà, donc on a créé tout un système économique par rapport à tout ça. Et donc ça a fonctionné. Moi après, quand tu me demandais tous les trucs que j'ai essayé, on a fait des expositions photos en France pour ramener des gens, pour ramener des fonds, pour vendre des photos, pour voir si en vendant des photos, peut-être que les gens ils achètent. Et du coup en disant voilà, l'argent qui est récolté, elle va pour l'association. J'ai auto-produit un livre, auto-édité un livre sur le village aussi. On a fait des vidéos, on a fait des petites vidéos qu'on balançait dans des écoles, durant les comment ça s'appelle, les expositions photos. On a fait des petites conférences pour parler de tout ça. Bref, on a essayé plein de choses qui ont fonctionné ou pas. Mais voilà, en tout cas, moi l'idée c'était de me dire, je veux être l'ambassadeur de mon produit. Je veux prouver que ça fonctionne ce que je fais. Et donc, mon projet, ça va être Cabadio. Et encore aujourd'hui, je continue à le faire. Je continue à le faire bénévolement parce que voilà, c'est ma deuxième maison. Voilà, en fait, c'est mon projet à moi perso, quoi. C'est mon engagement à moi. Ok. C'est mon engagement à moi.
Et donc voilà, je pense que c'est important aussi d'être engagé soi-même dans des projets perso pour travailler aussi dans les autres projets, tu vois. Et aujourd'hui, ça a créé plein de connexes. Aujourd'hui, bon, bah, j'ai tout un écosystème, donc on arrive à travailler ensemble, Cabadio, Dakar, des marques, d'autres projets sociaux. Voilà, donc ça a créé un peu une émulsion par rapport à Ça tout ça. continue aujourd'hui, enfin par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Cavaggio qui a pu être possible avec ce que tu as fait concrètement? Par rapport à ce que j'ai fait, je sais pas, je pense que c'est une pierre de plus à l'édifice, tu vois. Mais on a fait plein de choses. On a fait le ils ont organisé un festival. Les jeunes du village ont organisé un festival. On les a aidés sur les sur les premières saisons. Moi, j'ai fait une vidéo de promotion du premier. Donc, c'est ce qui leur a permis aussi d'avoir être un peu connu dans la zone. Donc, bim, la première version du festival, elle a une plus belle vidéo qu'aucun festival au Sénégal. Donc, ça permet voilà, de valoriser. Et je trouve que, en tout cas, moi, personnellement, il y a eu beaucoup ce truc de valoriser leur culture, valoriser l'humain, tout simplement. Et je pense que ça a donné envie aussi à certaines personnes du village de monter plus de projets. Parce qu'ils étaient fiers de où ils venaient, qu'ils étaient conscients que bah, tout ça, ça peut ramener plus de gens, on peut donner de la force sur des projets, même au fin fond de la brousse en Casamance, tu vois. Et donc, je pense que ça leur a ouvert un peu Cette envie de rester aussi, cette envie de de s'y rester, en tout accrocher, cas, j'ose j'imagine. espérer, ouais, tu vois. Mais ouais, voilà. Ok. C'est assez ouf parce que, en fait, tu dis que t'es vidéaste et photographe, mais j'ai l'impression que dans ce que tu fais, ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais, en fait, aujourd'hui, en vrai de vrai, c'est 10%, 20% de mon taf de faire de la photo et de la vidéo. Moi, je suis toujours en. Parce que justement, je continue à fonctionner de la même manière. Je continue à fonctionner de la manière où je vois des projets qui sont hyper impactants, qui me paraissent hyper. Tu vois, avec une capacité à changer des choses, avec des gens qui tiennent le projet. Tu vois, le porteur de projet est très important aussi. Mm. Et en fait, moi, quand je vois des projets comme ça, bah, je fais une vidéo, je fais des photos, même si c'est bénévolement, en espérant que mon produit fonctionne et que ça leur permette d'avoir des opportunités et du coup qu'on puisse continuer à travailler ensemble et qu'on puisse trouver des budgets, faire des documentaires, faire des expositions photos ensemble. Et voilà, moi, je veux rester un peu ce lien. Aujourd'hui, j'ai énormément de projets, surtout ici au Sénégal, qui me suivent. Mm. Et donc, je suis aussi un peu le mec qui connecte un peu les projets entre eux, qui permet beaucoup d'opportunités. Donc voilà. Ok, trop bien. Du coup, après Cavaggio, on dit? Ou Cavaggio? Cabadio, Cavaggio. Du coup, t'es rentré en France pour ouais. l'expo, Ouais. c'est ça? Ça s'est Ouais, je suis passé resté, comment? la première fois, je suis resté 4 ou 5 mois Ok, au village. À l'époque, on pouvait même pas trop aller à Dakar, donc j'étais même pas venu à Dakar. Donc je connaissais que là-bas, du ok. Sénégal. Vraiment village, village. Je suis rentré en France. Je suis rentré en France, moi, à cette époque-là, j'étais très dans l'art. Je bossais dans les galeries. Du coup, là, j'avais arrêté. Mais je bossais dans les galeries d'art. J'avais un collectif. On organisait des expos dans des bars à Paris, etc. Donc, moi, j'ai profité de tout ça. Moi, j'avais tout le réseau pour faire tout ça. Hmm, génial. Et puis, j'étais un peu l'un des fondateurs, on va dire, du truc. Donc forcément, moi je suis arrivé en mode bon les gars, c'est parti, on met toute l'énergie sur ça. Donc ça a beaucoup aidé. Après en soi, je pense que ça a mis beaucoup de hype, ça a mis beaucoup de choses, mais ça n'a pas eu un impact de fou et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le fais plus trop Ok. parce que j'ai pas eu l'impression que ce soit un système qui fonctionne énormément. Ça a fait intéresser beaucoup de gens au début, ça a ramené une communauté, ça m'a ramené une communauté aussi un peu en physique. Mais voilà, je pense que je le réserverai aujourd'hui à une fois de temps en temps faire un beau gros événement, peut-être aujourd'hui, peut-être un peu plus ici à Dakar, pour aussi faire de la promotion culturelle ici, essayer voilà, de rendre accessible un petit peu Hmm, tout ça. Mais voilà, j'ai pas eu l'impression en tout cas que ce soit un truc très viable. Ou en tout cas, peut-être que moi, en tout cas, ma communauté et la communauté qu'il y avait par rapport à ces projets-là n'était pas forcément. Bon, c'était pas ce qui fonctionnait le plus. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, j'aurai une communauté qui correspond peut-être plus à ça et on le fera, tu vois. Quand tu Mais dis que voilà. c'était pas viable, c'est-à-dire que j'imagine la vente des photos Ouais, n'a pas été à la c'est que hauteur, c'est ou en tout cas ça beaucoup n'a pas été d'investissement. C'est ouais, beaucoup beaucoup de temps. d'investissement. Bah, c'est un vrai taf hein, d'organiser Ouais. une expo. Alors, l'événementiel, ça fonctionne bien.
Mais la partie exposition, etc., voilà, c'est des budgets d'imprimer des photos, ça coûte cher. Les gens achètent pas forcément. Tu te retrouves avec du Tu te stock. retrouves avec énormément de stock. Ça prend de la place. Moi, je Ouais. suis un voyageur qui n'a pas forcément de maison fixe. Donc, tu sais jamais où les mettre. Faut aller les mettre dans un garage d'un pote, machin, etc. Donc, bref, c'était un petit peu compliqué pour moi, mais on a fait des belles expos, des très très belles expos. Il y a des gens qui ont acheté. Le livre, il s'est plutôt bien vendu, sachant que je l'ai auto-édité et qu'il a été dans aucun magasin. On l'a mis dans aucune librairie. On l'a juste vendu en physique et sur mon site à moi perso, tu vois. Ok. Donc c'est cool en vrai, c'est des bonnes réussites, mais en tout cas, je pense que voilà. Les gens ont senti qu'il y avait une énergie. Moi, j'ai testé plein de choses. Ça a ramené des gens par rapport au livre, ça a ramené des gens par rapport aux expositions, ça a ramené des gens par rapport à, j'en sais rien, des podcasts ou par rapport à plein de choses qu'on a pu faire et des conférences, des vidéos, des photos, des trucs. Mm. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on crée une communauté et c'est comme ça qu'on crée de l'engouement par rapport à tout ça. Donc je pense qu'il faut tester. Ouais, j'allais dire, Chacun a son truc. Il y a des gens pour qui des expos, ça pourrait peut-être super bien fonctionner. Et tant mieux, tu vois. Mais voilà, moi j'ai testé plein de choses. Aujourd'hui, la conclusion, pour moi personnellement, ça a été la vidéo. Ok. Ça a été des formats un peu plus longs. Des 5 minutes, des 10 minutes, jusqu'à des 45 minutes que j'ai pu faire il y a un an et demi. Parce que je pense qu'on raconte beaucoup plus l'histoire. On peut connecter les gens un peu plus à leurs émotions. On peut les amener un peu où on veut dans l'histoire, dans tout ça. Contrairement à la photo où les gens regardent et voilà, chacun a son interprétation. La vidéo, voilà, on diffuse le message que nous on veut. On le raconte enfin, en tout cas moi je le raconte de la manière dont j'ai envie et ce qui me paraît le plus impactant. Et avec un but précis, avec une stratégie précise. Aujourd'hui, on est à l'ère des réels, tu vois, de la consommation de contenu qui n'a pas un grand impact et pas un grand. Les gens s'en rappellent plus. Ils scrollent pendant une heure et ils se rappellent plus d'une seule vidéo qu'ils ont regardée. Donc voilà, d'arriver avec un format où les gens, bim, on les arrête et prend 5 minutes, prend 10 minutes, prend une demi-heure, prend une heure et regarde ça et tu vas t'en rappeler. Et tu vas vouloir peut-être passer à l'action. Tu vas peut-être vouloir t'engager par rapport à la cause, tu vas peut-être vouloir donner, tu vas peut-être appeler quelqu'un que tu connais pour qu'il puisse être partenaire. Et ça a ouvert énormément, en tout cas depuis, ça fait aujourd'hui 2 ans que je fais ça, vraiment. Et toutes les vidéos, ça a été des grosses réussites. C'est des vidéos qui ont levé beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Pour certains projets, des centaines de milliers d'euros. Pour certains projets, des dizaines de milliers d'euros. Pour certains projets qui ont ramené énormément de communautés, beaucoup d'engagement. Donc voilà, donc moi je me suis vraiment focus là-dessus. Documentaire, un peu reportage, peut-être des vidéos un peu réelles, mais avec des formats un peu différents. Et voilà. Une question que je me pose sur l'aspect vidéo plus longue. Ouais. Comment tu passes de la création d'une vidéo, enfin tu vois, de la réalisation de la vidéo, à vraiment le stade où tu lèves de l'argent? Est-ce que c'est toi qui vas être acteur pour aller diffuser cette vidéo? Est-ce que c'est toi qui vas proposer des choses? Est-ce que c'est l'asso de son côté qui diffuse la vidéo? Ça se passe comment? Chaque projet est différent. Ok. Chaque projet est différent. Moi, en fait, tout a changé il y a 2 ans. Je commençais déjà un peu la vidéo ici, mais j'y manquait un petit peu de vision peut-être et j'en sais rien. Bref, j'étais assez nouveau, on va dire, dans la vidéo. Je venais quand même de la photo. Donc c'était très graphique, mais ça manquait peut-être un peu de fond. Et il y a 2 ans, on m'a appelé pour aller monter le Kilimandjaro avec 7 filles de Vite Juif, qui était une association. Et c'est là où tout a pris son sens parce qu'elles m'ont demandé de faire un docu. Là-bas, c'était 30 minutes, on a fini par faire un 45 minutes. C'était la première fois que je montais une vidéo aussi grande. C'est énorme. Et le Kilimandjaro. Et le Kilimandjaro. Donc 2 montagnes, c'est ce que je dis souvent. Ouais. Et la deuxième, pour moi, elle a été presque plus dure. Le montage de la vidéo. Et en fait, ce projet, il a tout changé pour moi. Il a tout changé pour moi parce qu'en fait, le jour de la diffusion, bon, il y a eu tout le process qui a été difficile, nouveau, voilà, où j'ai appris beaucoup de choses, etc. Mais quand on a fini le docu et qu'on l'a projeté, on l'a projeté devant 500 personnes, dans le quartier des filles, enfin dans la ville des filles, dans le cinéma de la ville juive, on a ramené énormément de gens. Bon, ça,
aussi bien elle que moi, on n'est pas trop mauvais pour ça. Mm. Donc on a réussi à ramener vraiment notre communauté. Et, et tu vois, standing ovation, tout le monde vient parler aux filles, tout le monde veut me parler, ok, super intéressant, comment on peut faire ça? Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'elles ont fait, elle, c'était une asso qui a 12 ans, 15 ans qui a 15 ans d'expérience, 15 ans de vie. Mais en fait, on a réussi à, pas le résumer en 45 minutes, mais en tout cas à diffuser des valeurs, à diffuser un message, à inspirer certaines personnes. C'est pas forcément une vidéo qui était faite pour récupérer des fonds parce que la vidéo, elle a été plus ou moins financée par les localités, le département, etc. Mm. C'est tout petit budget. Moi, ça me permettait aussi de découvrir ce format-là et d'en faire un premier. Mais nous, on avait fait cette vidéo, c'était pour inspirer, c'était pour montrer ce qu'elles font et ça a ouvert énormément d'opportunités. On a gagné un prix dans un Ouais. festival. Euh, Les femmes en montagne, c'est ça? Ouais, enfin en montagne, ça s'appelle, ouais, à Annecy. Donc on a été reconnus dans un festival qui est dans la montagne alors que nous on vient pas de montagne. Bref, sur un projet social qui finalement la montagne n'était un peu qu'un décor et pas le fond du film quoi. Mm. Le fond du film c'était vraiment le dépassement de soi, la cohésion, l'engagement, où ça peut t'amener. C'était pas on monte le Kilimandjaro, c'était plus imager le truc. Et donc, euh, et donc ça a été hyper inspirant pour moi parce que j'ai vu que ce format-là a inspiré, les gens se sont arrêtés, ils ont éteint leur téléphone pendant 45 minutes dans le noir dans un cinéma. Et les gens ont pleuré, les gens ont ri, les gens avaient plein de questions après. On a fait un petit cocktail, les gens étaient tous, voilà. Il y avait une émulsion et même entre eux, les gens ont, tu vois, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et d'un coup, les 3 mois de taf qui ont été très horribles pour moi prenaient tout leur sens. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Mm. Peut-être pas forcément des 45 minutes parce que ça coûte cher, ça prend du temps, c'est compliqué et tu peux pas en faire 15 000 comme ça. Il faut un peu une équipe. Tout seul, c'était très dur. Mm. Mais voilà, ça y est, j'ai appris à le faire, je l'ai fait. Maintenant, je peux le refaire. J'ai compris ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai compris comment on l'a fait. Donc, vas-y, c'est parti. Et donc, voilà. Par exemple, celui-ci, il a aidé à inspirer. Après, j'ai fait Juste pour revenir avant que Ouais. tu changes de projet, justement, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu as appris dans la création de ce premier docu? J'ai appris que c'est difficile, hein. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, Moi, j'ai appris que l'émotion, c'était le plus important. Mm. J'ai appris que, ouais, se connecter, tu vois. Moi, il y avait plein de règles, on m'a mis plein de règles j'ai appelé plein de gens qui faisaient des documentaires, on m'a dit, ouais, fais comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Les règles, elles m'ont aidé parce que moi, je connaissais rien, donc ça m'a aidé. Mais ce qui est ressorti, c'était pas et moi, j'étais très gêné parce que j'avais pas moi, j'étais photographe encore à ce moment-là. C'est un ouf en fait, parce que déjà, genre se lancer en vidéo quand t'es un photographe, je trouve que tu peux avoir un peu ce sentiment D'escroc. ouais, d'escroc. Ah, mais de Genre fou. se lancer dans Et un surtout, moi, docu. j'ai fait un docu avec un appareil photo. J'ai pas fait un docu avec une C'était quoi? caméra A7R3. Donc R, c'est pas fait pour de la vidéo, tu vois. Mm. C'est très correct, hein. Mais il n'y a pas de 4K, machin. J'ai filmé Mais en. j'ai vu la bande-annonce. Ouais, Alors j'ai pas vu tout le docu, je Ouais. sais pas s'il est dispo en ligne. non, Non. pas officiellement, mais je peux t'en Ok, dire. allez. Mais j'ai trouvé en tout cas le trailer déjà, enfin, je me suis dit, ouais, pour un premier docu, ça a l'air assez quali quand même. Enfin, Non, c'est quali. ouais. Moi, je suis Donc, exigeant, je suis très exigeant. Donc, c'était pas assez quali pour moi, ça me rendait ouf. L'image, elle était pas bonne pour moi. La qualité d'enregistrement était pas bonne. Bref, j'étais pas content. Et du coup, mais j'étais quand même conscient et je me suis dit, on s'en fiche. De toute façon, c'est un film avec un budget que personne n'imagine, tellement il coûte pas cher. Mais par contre, moi, les filles, elles claquent. Les filles, elles ont une énergie de dingue. Moi, j'ai chialé quand on est monté. Les filles, elles ont chialé. On a rigolé comme jamais. Mm. Et en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux transmettre. Et du coup, moi, je me suis vraiment concentré sur le fond plus que sur la forme, ce qui était la première fois pour moi et ce qui était très très dur pour moi aussi. Parce que voilà, je fais de l'image et ça me rend dingue que ce soit pas la qualité que je veuille. Mais je me suis énormément concentré sur le fond et personne n'a jamais rien dit sur la forme. Personne. Et donc ça, pour moi, c'est un peu la grande réussite, comme quoi
Je pense que le fond vaut beaucoup plus que la forme. Ouais. Même si avoir des belles images, ça aide, c'est évident. Avoir une bonne musique, avoir un bon son, c'est très important. Mais les émotions, c'est le plus important. Donc ouais, moi j'ai appris ça, j'ai appris vraiment à me connecter à, tu vois, quand tu dérushes 24 heures de rush, à se connecter juste à l'émotion, parce que de toute façon, des moments bien, il y en a plein, des moments qui servent à rien, il y en a plein. Et dérusher 24 heures tout seul, c'est juste horrible. Et, et donc, c'est apprendre à se connecter Ouais. au moment, apprendre à se reconnecter au moment quand on l'a vécu, apprendre à, voilà, à mettre le truc. Et vraiment, moi, l'émotion, c'est ce qui a tout changé. Et c'est ce qui fait que je pense ce docu est... Au festival de Femmes en Montagne, ils nous ont donné un prix qui n'existait pas. Parce qu'on rentrait dans aucune case, clairement. Parce que c'est pas, on a un festival de montagne, le film, il n'a rien à voir avec tout ça. Sauf qu'ils nous ont dit, mais on peut pas vous laisser repartir sans prix. En fait, c'est trop, tout le monde, enfin, c'est le film Ouais. qui a procuré peut-être le plus d'émotions à tout le monde. C'est le film qui a sorti les gens dans leur zone de confort. C'est les gens, ils ont vu aussi d'autres aspects. Ils ont vu des filles s'entraîner sur une montagne qui fait 6000 mètres dans des escaliers dans un quartier. Mm. C'est pas normal, en fait, tu vois. Et puis en même temps, on les kiffe et on passe un bon moment avec ces 7 filles-là. Et donc voilà, donc ils n'ont pas voulu nous laisser repartir sans prix. Et pour moi, d'avoir un prix qui n'existait pas dans un festival, c'était même au début, je suis un peu chelou. Mais en fait, je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est nous. Ouais. C'est nous. Mm. Parce que c'est des films un peu différents. Et je pense que ça fait du bien, tu vois, un peu de positivité, un peu d'émotion, un peu plus d'humain. Se connecter un peu plus à l'humain et se connecter un peu plus à des choses simples. Et pas, tu vois, que du sensationnel et que du truc de ouf. Et voilà. Donc je pense que c'est vraiment ce que j'ai appris aujourd'hui. Je me concentre beaucoup là-dessus, tu vois. Mais je trouve ça intéressant parce que, alors, tous les vidéastes sont pas comme ça, mais en général, les vidéastes, ils sont d'abord passionnés par l'image, La technique, par la technique. ouais, de ouf. Et du coup, derrière, ils vont s'intéresser à comment ils vont pouvoir exploiter cette technique parce que c'est leur passion Ouais. auprès d'autres clients. Ouais. Tandis que toi, on voit que tu es passionné par vraiment les gens que tu vas mettre en avant, leur histoire, leur impact. Et du coup, tu as une vision totalement différente de comment tu crées. Et je trouve qu'on a aussi besoin de ce type de regard, même si la technique est moins là ou qu'elle va plus Ouais. s'acquérir avec le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Mais en fait, moi, j'ai refusé la vidéo pendant longtemps, hein. J'ai refusé la vidéo pendant au moins 2 ans. À cause de la technique? À cause du montage, j'ai dit, Ouais. moi, je suis pas un mec derrière le PC. Moi, Ça, je me reconnais tellement dans ce que tu fais. je refuse, en fait. Ma vie n'est pas derrière un PC et je veux pas passer ma vie derrière un PC. Sauf que quand les filles, elles m'ont appelé, déjà, je pouvais pas refuser parce qu'il y avait le Kilimanjaro et que je voulais le faire, que je l'avais un peu dans ma to-do list, dans ma tête, que je me suis dit, vas-y, de toute façon, il y a un petit budget, c'est pas grave, faut le faire. Pire, tu t'en feras plus après, mais si t'as pas aimé, t'en feras plus et c'est pas grave. Mais à prendre son tap, t'auras pas le choix. On avait quand même pas trop de délai sur la sortie. Donc je me suis dit, bon, si ça prend 6 mois à le faire, on mettra 6 mois à le faire, c'est pas grave. Et voilà, et comme je te disais juste avant, je me suis juste reconnecté aussi à pourquoi je fais tout ça. Tu vois, c'est genre, pourquoi je fais de la photo, c'est quoi mon but en fait. Moi, je fais pas de la photo pour faire de la photo, je veux pas faire de la vidéo pour faire de la vidéo. Moi, ce que je veux, c'est donner de l'impact, enfin, mettre en lumière les projets, améliorer l'impact des projets, en tout cas, euh, mettre en lumière l'impact du projet. Et de quelle manière ça va le mieux fonctionner. Et quand j'ai fini le docu, je me suis dit, bon, tu vois, tant pis, va falloir que j'aille derrière un ordi, tu vois. Ça Mais vaut, en fait, ça vaut le... ouais, ça vaut le coup, en fait, ça vaut le coup, et mon produit, il est là, et ma valeur, elle est là, et là, je peux me permettre de te facturer, je peux me permettre de te demander de l'argent pour ce que je fais, parce que je sais pertinemment que si avec une bonne stratégie, et en plus, toi, tu travailles qu'un projet, tu travailles qu'un produit. Ouais. C'est pas comme la photo, c'est pas comme des petits réels, où Ouais. ils vont dire, viens pendant une semaine, et tu repars avec 15 réels, et en fait, il y en a pas un qui est mieux qu'un autre, il y en a pas un qui est mieux qu'un autre, il y en a pas un qui a plus d'impact qu'un autre. Non, non, on y va, on travaille un gros sujet, et ce sujet-là, il reste dans le temps, il va aller peut-être sur YouTube, il va aller peut-être sur ton site. Moi, une des premières vidéos que j'ai faites, même pendant un peu le Kilimanjaro, ça a été pour une association que je travaille encore aujourd'hui qui s'appelle Enfant Soleil. Et eux, on a travaillé une vidéo pour leur premier gala de charité. Ouais. Donc ils ont fait un gala, on a balancé la vidéo pendant le gala, la vidéo elle dure 4 minutes, 5 minutes. Je suis
je suis chez une femme avec un Je l'ai vu, enfant ouais. autiste, etc. La vidéo, je l'ai tournée en 4 heures. Je suis parti à 6 heures du matin chez la femme, on est parti à l'école avec le petit, on a filmé, on a balancé ça, ça a 3-4 minutes, elle dure. Ils ont balancé ça pendant le gala. Toute la salle a pleuré. Elle a récupéré 90 000 euros dans le gala. Voilà. C'est tout. La vidéo, voilà, elle peut même coûter 10 000 euros qui sont en bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est très loin de ce que ça a coûté. Donc voilà, en fait, l'impact, il est là. Avec ce projet-là, ça m'a confirmé. Là, dernièrement, j'en ai fait un pour un pote qui a pas du tout de budget, qui est en galère, qui vient de monter un projet qui s'appelle La Maison des Rois. On a balancé ça sur Insta. Il a un gros réseau personnel. Il a balancé ça. La vidéo, elle a explosé sur les réseaux. Aujourd'hui, il sait même plus quoi faire avec tous les messages qu'il a et avec tous les donateurs qu'il a. Voilà, c'est tout. Et en fait, du coup, toutes ces choses-là, elles fonctionnent. On les réfléchit bien. On prend un peu le temps. On travaille une stratégie. On fait une vidéo. On balance pas une vidéo comme ça, un réel. Non. On met une stratégie. C'est pour un gala. C'est pour un événement. C'est pour. Derrière, il y a une vraie stratégie de lancement. Je sais pas, de parrainage, d'un truc. Voilà, on travaille. Moi, je travaille avec des projets sociaux depuis que je suis petit, tu vois. J'ai grandi dans les MJC, j'ai grandi dans les projets, dans les quartiers, j'ai grandi dans tout ça. Donc, j'ai la vision française, j'ai la vision sénégalaise, j'ai la vision colombienne, j'ai la vision un peu partout du monde. Un beau mélange de plein de choses, comment on monte des projets sociaux. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. J'ai la version aussi entrepreneuriale parce que je travaille aussi avec des entreprises, et je me forme aussi moi, tu vois. Donc voilà, essayer de développer les choses. Et franchement, ça fonctionne, tu vois. Et ça, je suis très fier, très très fier d'aujourd'hui pouvoir en vivre déjà personnellement, égoïstement aussi, mais très très fier que ça marche vraiment. Et du coup, je me dis, bah en fait, ça y est, tu vois. On a réussi, ça a pris du temps, c'est 5 ans de boulot, ça fonctionne que seulement là, maintenant, tu vois. Et là, il y a 1 an et demi, c'était le Kilimandjaro, c'est pas l'année où j'ai gagné le plus d'argent, c'est clair et net. Mais par contre, c'était le processus. Encore une fois, on a fait un documentaire avec très peu de budget, c'est sorti, ça a fonctionné, ça m'a montré de la crédibilité, les gens m'ont demandé d'autres. Donc voilà, donc moi je pense que, en tout cas ma démarche c'est ça, j'ai pas de bac, j'ai rien, donc c'est toujours prouver. Step by step, C'est toujours prouver. Et moi c'est ma façon de faire. Elle demande du temps, elle demande de l'argent, elle te fait faire beaucoup d'erreurs, mais en vrai de vrai, comme tu fais beaucoup d'erreurs, t'avances vite. Et ça demande aussi un peu de fond, un peu de technique, tu vois, pour réussir à en vivre aussi. Mais voilà, s'il faut aller à la défense, faire du corporate, je le fais, en fait, il n'y a pas de problème. Si à la fin, la finalité, moi, elle est bonne de mon côté, tu vois, c'est bon, je suis en paix, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour le docu, ça a été quoi les retombées Enfin, moi, je trouve ça jamais évident de se dire, ok, une fois que le docu il est fait, alors il y a l'impact qu'il y a sur le coup qui, je pense, est inestimable parce que je pense en tant que vidéaste, de voir son travail projeté, de voir les personnes réagir à ça, ça n'a pas de prix. Donc je pense que pour toi, personnellement, vu ton sourire, c'était ouf. Au-delà de ça, si tu veux en vivre, est-ce que tu vois une façon de le faire documentaire? Ouais. On est dans un monde où les documentaires appartiennent aux télés, appartiennent aux boîtes de prod, appartiennent à Netflix, aux commandes, à toutes ces choses-là. Donc on a des systèmes où c'est des boîtes de prod qui répondent à des appels d'offres, que Arte donne, que je sais pas quelle chaîne donne, voilà. On va prendre Arte comme exemple. Avec des gens qui sont salariés dans une boîte de prod, donc un cadreur, un monteur, un truc, donc avec une équipe. Les boîtes de prod sont des anciens de Arte qui ont leurs potes Arte qui leur envoient les appels d'offres et qui fabriquent tout ça. Et tout ça avec des budgets allant de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 000 euros. Donc c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Qui répondent juste à des appels d'offres qui sont pas... Moi, comme je t'ai dit, tu vois, je suis un indépendant depuis longtemps. Je pense que le système économique que moi j'ai essayé de mettre en place, il est viable. Je pense que ça devrait même
être commandé par des Arte parce que au lieu de faire des documentaires sur des choses que des fois on en a un peu rien à faire et qui vont pas changer le cours des choses, même si je suis un grand fan de Arte et je suis un grand fan de la majorité des sujets, mais je pense qu'il y a énormément de choses que en fait ils devraient avoir leur rôle aussi dans faire avancer les choses et de mettre en lumière certains projets, mettre en lumière certaines initiatives de gens, tu vois, quand tu fais un documentaire sur le Sénégal, bah pourquoi tu mets pas en avant certaines initiatives locales, parce qu'en fait ça va leur donner énormément de force, ça va faire avancer les choses. Moi je crois beaucoup en ça en tout cas, peut-être que je suis un peu trop matrixé parce que je suis que dans ça, mais voilà, je pense que potentiellement un jour des boîtes de prod ou moi-même je pourrais commander ma boîte de prod et Arte nous demandera des formats que sur des assos et de mettre en avant des assos d'un pays ou d'une région ou d'une manière, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et je le cherche pas. Ok. Clairement, je le cherche pas. Je pourrais, hein, mais je le cherche pas. Je pense que c'est important de rester indépendant. Je pense que c'est important justement d'être en dehors des clous et de proposer quelque chose de nouveau. Je pense que c'est important aussi de parfaire son produit. Et je suis encore dans cette démarche-là. Même s'il fonctionne, je pense que c'est bien aussi de parfaire un peu ce truc-là. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, en fait, on a un produit qui est pour créateur de valeur. Bah, je pense que ça fonctionne, tu vois. Je pense que on peut aller commencer à chercher des budgets, si c'est pour faire de la promotion culturelle, chercher un peu des budgets. Mais voilà, si c'est des choses qui n'ont pas un impact pécunier directement sur quelque chose, c'est toujours un peu compliqué. Mais si c'est pour un projet, voilà, si demain on est persuadé que avec une vidéo ou avec un documentaire, on peut faire. En fait, moi, je crois beaucoup au produit. Et je dis souvent, là aujourd'hui, je promeux beaucoup le documentaire parce que je suis persuadé qu'il fonctionne bien. C'est aussi dire aux entreprises, aux associations, même aux entreprises hein, d'ailleurs, aujourd'hui on est dans le storytelling, aujourd'hui on est dans raconter les choses. Aujourd'hui on n'est pas là, c'est fini les pubs, c'est fini acheter ce produit-là, c'est génial, donner de l'argent pour notre parrainage, c'est génial. Non, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui on veut raconter des histoires, on veut mettre de l'émotion, on veut des choses un peu plus profondes. Donc aujourd'hui le documentaire c'est le format. C'est le format, docu, film, bref, voilà. Quelque chose qui est pas forcément, du coup pas dans la fiction, dans le réel, qui vient raconter une histoire. Et donc, si demain tu veux en fait, il y a plein de documentaires que des gars, ils ont produits. Ils ont réussi à trouver 5 000 euros, 10 000 euros pour aller les suivre sur une cause. Ils ont promu ça dans les festivals. En fait, à la fin, t'as un produit. T'as un produit qui est un documentaire. Tu peux aller le vendre en festival, peut-être récupérer des fonds parce que ça peut fonctionner suivant la qualité du truc. Mais aussi faire des conférences, le mettre dans des écoles, le mettre dans des grandes écoles, le mettre devant des entreprises. Et ces gens-là, ils payent pour récolter des fonds. Tu vois pour avoir ce gars-là qui vient présenter le documentaire et avoir un petit question-réponse à la fin et apporter énormément de valeur parce que tu réponds, tu parles d'une problématique, tu parles d'un sujet, enfin bref, tu parles de plein de choses. Nous, le documentaire, il a beaucoup voyagé. Il a été voir les mamans du quartier, on a été dans des festivals à la montagne. Là, on va partir en Belgique le présenter. Voilà, il voyage et encore, on ne l'a pas mis ouvert au public parce que comme il voyage un petit peu, on cherche un peu des diffuseurs. Mais bon, à un moment, on va le mettre sur YouTube en open et il n'y a pas de souci. Ça va peut-être ouvrir aussi des opportunités autres. Mais en fait, voilà, moi, je crois beaucoup aujourd'hui à créer des produits qui sont générateurs de valeur, créateurs de valeur. Et je pense qu'un documentaire aujourd'hui, ça fait du bien. Remettre les gens un peu dans des salles de ciné, bon, ils y vont, mais voilà, les arrêter, leur dire, bon, là, vous n'allez pas voir le dernier film, je sais pas quoi, on fait une séance, tout le monde va interagir parce que du coup, on est là pour la même cause. Il va y avoir une petite question-réponse après, c'est une bonne soirée, c'est des formats qui durent 30-40 minutes, souvent un documentaire. À la fin, tu as 1 heure de questions-réponses, t'as un très bon format pour une soirée qui dure 1 heure et demie, 2 heures. Les gens passent des bons moments, ça crée des connexions. Tu vois, tu crées un sujet de conversation pour les gens. Et voilà, moi, c'est ça en fait que j'ai vu, tu vois. Quand on est sorti du docu, les gens, ils sont là, ils prennent le temps, ils parlent entre eux. Et le sujet de discussion, bah, d'un coup, c'est l'entraide, c'est l'engagement, c'est tout ça. Et il se passe plein de choses. On a été invité à plein d'émissions, plein de podcasts, plein de trucs, des festivals, et c'est eux qui nous ont contactés, c'est pas nous qui les avons contactés, etc., tu vois. Et moi, ça m'a offert, Adrien, j'aimerais bien, j'ai un projet de docu, machin, tu veux bien être le réal, tu veux bien être truc, etc. Donc je crois beaucoup au produit.
Et donc créer un produit physique, même si là c'est une vidéo, mais en fait c'est un produit physique parce que tu peux l'amener physiquement, tu vois, tu peux ramener les Tu gens peux créer un physiquement. événement autour de ce Exactement. produit, le présenter, rencontrer des gens autour et tout Et ça. moi je crois beaucoup en ça, tu vois. Je crois beaucoup à créer des choses qui ramènent de l'humain, tu Du vois, lien. physiquement, du lien, l'échange, voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, toi, concrètement, tu vis, donc du coup, tu m'as dit que tu vivais de ton activité. Ouais, puis, ouais. Euh, Cette problématique d'avoir des assos qui ont peut-être pas forcément de fonds de base pour financer de la communication, est-ce que tu fais tout le temps du bénévolat? Est-ce que des fois tu dis non? Enfin, comment tu doses un petit peu pour t'y retrouver dans le sens où c'est ton métier? Ouais. Et en même temps, tu es conscient de l'impact énorme que ça Ouais. peut avoir une seule vidéo. Donc comment tu deals avec ce point-là à l'heure actuelle? C'est un peu frustrant, ouais. J'ai de la chance, j'ai des gens avec qui je travaille depuis longtemps, qui me donnent un peu ma stabilité. Que ce soit des entreprises. Tu bosses avec des boîtes à côté, du coup, c'est ça? Par exemple, le Petit Dakarois, qui est la marque là que je porte, Ok. avec qui je travaille depuis 4 ans. Moi, je fais toute la communication, je fais tout le marketing. C'est une marque entre le Sénégal et la France, qui je suis très proche et très engagé avec la marque. C'est des choses qui me permettent aussi d'avoir, tu vois, un petit truc un peu fixe sur l'année. Il y a des associations avec qui je travaille, avec qui j'ai des budgets un peu à l'année. Ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois. À côté, bon voilà, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais de la photo, que je fais de la vidéo. Donc j'ai quand même un réseau qui me donne un peu de travail. C'est toujours un peu frustrant, et voilà, à des moments tu sais que tu vois, quand l'année où j'ai fait le documentaire, bah voilà, j'ai essayé de faire un peu plus de mariage, un peu plus de trucs où tu récupères un peu de sous parce que tu sais que là tu es sur un gros projet qui va pas payer beaucoup, mais qui est très important pour ton développement. Donc voilà, moi plus j'avance, tu vois, là maintenant j'ai lancé mon podcast, c'est pareil, bah tu sais que tu gagnes pas d'argent, mais peut-être que qui ne tente rien n'a rien, et si je le fais bien, bah peut-être qu'à un moment je peux aussi le monétiser, ou je peux peut-être réussir à faire des choses. Donc moi j'essaie de vraiment réfléchir tout ce qui est long terme. C'est difficile. Je vis très simplement, donc j'ai pas trop de frais à part mes caméras et mon PC, tu vois. C'est déjà ça, hein? C'est déjà, non, c'est des très gros budget. mais, mais voilà, je demande rien, j'ai pas, tu vois, ma vie elle coûte pas cher à moi perso. Mais, euh, mais voilà, j'essaie de créer des choses long terme, des relations long terme. Moi, j'ai pas de clients one shot et j'en veux pas. À part, voilà, des potes qui se marient, machin, ça me fait un peu de sous et c'est cool. Et voilà, ça fait rentrer un peu d'argent pour faire d'autres projets. Mais, euh, mais non, je choisis par rapport aux porteurs de projets, beaucoup, avec qui je m'entends bien ou pas, avec qui on a la même vision, avec qui on se donne la force ensemble, et avec qui tu sais que tu peux avancer. Et je pense que, tu vois, de plus en plus, on me le dit depuis très longtemps que je suis un peu un pont entre beaucoup de choses, et je me vois un peu comme ça aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire créer un peu des connexions, tu vois, une marque de vêtements, bah on peut aussi, on fait du social, tu vois, des projets solidaires avec la marque. Donc bah aussi la connecter avec des gens avec qui je travaille, ce qui permet aussi de créer des synergies et de créer de la valeur. Moi je crois beaucoup à être ensemble, beaucoup, et ici au Sénégal, bah il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc j'essaye de devenir un peu le mec un peu au milieu de tout ça. Donc à des moments quand je vois quelqu'un qui veut rentrer un peu dans le cercle et qui est force de proposition et qui amène de la valeur, ben je vais te faire une vidéo gratuite, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire. En fait, je vois l'impact de ton truc, donc je vais te donner de la force pour que toi t'avances. Et je sais que toi, en avançant, bah, ça va nous permettre à nous tous d'avancer. C'est un peu comme ça que je pense depuis une paire d'années. Il y en a qui peuvent dire que c'est de l'opportunisme, il y en a qui peuvent dire que c'est du... Bref, tu vois, chacun a sa vision. Moi, je crois juste à donner de la force aux autres, et du coup, la force, elle te revient. Voilà, rester dans une énergie positive avec tout le monde, tu vois. Ouais, bah, je trouve que c'est une belle vision. Tu es focalisé sur l'impact que tu as auprès des autres et elle est au-dessus, même si bien sûr, ça reste important de pouvoir vivre de ce qu'on fait, mais non, c'est primordial. Et en fait, on sent que tu es sincère il avec faut enlever le tout ça, tabou quoi. de l'argent, en fait. Moi, c'est ça aussi que je veux enlever. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, les gens, personne ne va me demander de baisser mes prix. Personne. Parce qu'ils savent que je vais demander le prix juste par rapport à ce qu'on va faire. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça paraît très cher à des moments, c'est parce qu'on sait que ça va créer vraiment de la valeur. Et vraiment, je le refuse
je refuse de le faire si je vois qu'il n'y a pas de valeur à créer. Mhm. Si je vois que le projet, il n'y a rien, il n'y a pas de fond, on va pas se battre en fait, il n'y a rien, il n'y a rien, tu vois, je vais pas l'inventer. Donc, et puis en fait, j'y crois pas, donc la force que je vais te donner, elle va même pas fonctionner, ça se sent, tu vois. Ça se sent, si j'y crois, il faut que j'y croie, tu vois. Mhm. Et Du coup, toi, tu as aussi un gros rôle du coup pour aller chercher un public aux vidéos que tu crées, j'imagine. Enfin, genre par exemple, question. pour qu'on reparte rapidement sur le projet que tu as fait Enfant du Soleil, c'est ça? Enfant Soleil. Ouais. Donc là, c'était une vidéo qui a été présentée à un gala. Oh là, excuse-moi. Hop. C'était du coup une vidéo qui a été présentée à un gala. Ouais. Et donc là, c'est l'asso qui avait ce gala de prévu Ouais. et qui t'a dit, il nous faut une vidéo pour ça. Enfant Soleil, c'est encore une histoire encore plus compliquée. Tu vois, moi, il y a 2 ans, 3 ans comme ça, je suis venu ici, j'ai fait une vidéo pour un pote qui avait un projet, qui montait un projet, bah, justement la Maison des Rois. Mais c'était il y a longtemps, c'était vraiment le tout début du projet, il n'y avait rien. Et il m'avait dit, ouais, machin, j'ai besoin d'aide, je sais pas comment faire et tout. Je dis, ah, vas-y, je vais aller là-bas, je vais faire une petite vidéo. J'ai fait une vidéo avec mon téléphone. C'est la première vraiment vidéo que j'ai faite où j'ai mis vraiment en avant un projet et je l'ai faite avec mon téléphone. Téléphone et drone, parce que j'avais sorti le drone. Et, euh, et je l'ai monté dans le taxi en rentrant, la vidéo. Vraiment, c'était à Thiès et j'avais 1 heure et demie de taxi. J'ai monté la vidéo en taxi avec mon téléphone. On a balancé ça et la vidéo elle a fait genre 100 000 vues et ça lui a ramené beaucoup. En fait, c'était la seule vidéo qu'il avait qui présentait vraiment le projet et qui lui a permis de finir beaucoup de dons. Je pense qu'on parle de à peu près 50 000 euros. Donc voilà, pour une vidéo qui a été tournée en 1 heure et demie, on était pas mal en impact. Et du coup, je me dis, je repars, bref, je rentre en France et 6 mois après, je retourne au Sénégal et je me dis, en vrai, ça m'a pris 1 heure et demie l'histoire. Je devrais offrir ça chaque fois que je viens. Ce format-là, il fonctionne pour un projet. Et du coup, je fais un appel à projet. Je dis, les gars, moi, je viens au Sénégal. J'offre une vidéo pour un projet. Et là, je me fais allumer dans les commentaires par un truc, Enfant Soleil, Enfant Soleil, Enfant Soleil, Enfant Soleil. Ok. Moi, je connais les projets au Sénégal. J'ai jamais entendu parler de ce projet-là. Ok. Je dis, c'est quoi ça? Du coup, je dis, bon, bah, les gars, vous avez gagné. Hein. Il y avait plein de projets, mais là, ils m'ont assassiné de messages. Je dis, bon, bah, cool, j'appelle la personne. Elle dit, oui, on est en train de monter une école et tout, machin. Tu viens quand? Je dis, je viens à cette période-là. Ok, bon, j'arrive. Là, du coup, ça s'appelle des maisons jaunes. C'est bref, des écoles pour les enfants qui sont atteints de trisomie et autisme et IMC. Et j'arrive, la maison jaune. Il n'y avait même pas de fenêtre. Là, ça faisait 2 semaines qu'ils venaient d'ouvrir. Donc le projet, il est nouveau. Donc moi, j'arrive, je fais la vidéo, etc. Et elle me regarde et elle me dit, non, mais en fait, ta vidéo, on s'en fiche. Faut qu'on fasse un truc beaucoup plus gros. On va faire un gala pour le montage. Viens, on fait ça. Et je lui dis, bah vas-y, tu sais quoi, on prend le prix que ça coûte, on le divise en deux, moi je t'offre la moitié. Et on fait l'autre partie, tu vois. Et du coup, j'ai jamais fait vraiment la première vidéo. Ok. Parce qu'on a attendu, c'était 5 mois après, je crois, le truc. Elle a dit non, vas-y, prends des images, t'inquiète, garde-les. Et voilà. Et on a fait ça et ça a pris 90 000 euros. Et maintenant, moi, je travaille à l'année avec elle, tu vois. Et ça, c'était l'année dernière. Ça, c'était l'année dernière. Donc voilà. Donc comme quoi, en fait, ça fonctionne. Comme quoi, tu vois, en offrant du bénévolat, ces trucs, là, il m'est arrivé encore la même chose l'autre jour avec, j'ai fait pareil pour un appel à podcast, il est en train de m'arriver la même chose. Et en fait, voilà, c'est, à un moment, les gens, ils comprennent la force que t'as, ou en tout cas, la vision que t'as. Et moi, quand je vois que les gens, ils adhèrent avec ça, normalement, ça va matcher entre eux et moi, tu vois. Ouais, toi, tu vas vraiment sur le terrain montrer Oui. ce que tu es capable de faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et là, j'ai fait pareil avec un projet à Médina. Le gars a un lieu de fou malade qu'il faut refaire. Je dis, putain, il faut refaire le lieu. Moi, je vois 1 million de projets là-bas. Même moi, perso, tu vois, je dis, mais attends, on peut faire des événements, on peut faire des expos, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi, je peux te brancher, mais il faut juste refaire le lieu. Ok, je te fais une vidéo parce que ça va arranger tout le monde. Je fais une vidéo. La vidéo, elle n'avait pas trop pris. Bah, tiens, il y a une semaine, une entreprise d'ici, elle leur a donné toute la peinture, plus de l'argent pour la main-d'œuvre, pour refaire toute la peinture du lieu. Ça représente, je sais pas, 5 000, 6 000 euros. Tu vois. Ce qui est déjà. Ce qui est énorme, tu vois ce que je veux dire. Nous, on demandait 10 000, je crois, par rapport. Et du coup, voilà, pareil, tu vois, ce projet-là, moi,
Là, il sait pas, bim, on travaille, il appelle tous les gens qu'il connaît dans son réseau, on crée la cagnotte avant, on crée le call to action de la vidéo, on crée un peu la stratégie de truc. Parce que moi, si je fais la vidéo et qu'il n'y a pas de suite, en fait, ça sert à rien. Le gars, il va me dire, frère, c'est une arnaque ton truc. Je lui ai rien demandé, mais je veux que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas, moi, c'est une journée de boulot, tu vois. C'est une journée ou deux de boulot. Donc, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie de le faire et que ce soit une bouteille à la mer perdue. Je veux que ça trouve son truc. Donc, viens, refais ta bio, refais ton truc. On le poste à telle heure. On le poste avec moi parce que moi, je sais que j'ai telle crédibilité. Donc, comme ça va t'aider, etc. Tu vois, tu réfléchis à quelque chose. Ça paraît bête, mais au moins, tu te dis, bon, bah voilà, ça a fonctionné. Et hier, j'étais voir, elle me dit, bah, tiens, regarde, c'est grâce à toi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, on a fait quelque chose qui a pu générer des choses. La personne qui lui a donné, je suis sûr que c'est quelqu'un qui connaît lui, tu vois. Et la première vidéo qu'on a fait d'Enfant Soleil, parce que du coup, on avait fait quand même une toute petite vidéo. Elle avait demandé pour faire un étage de plus sur la maison, parce qu'il n'y avait qu'un étage. C'est sa cousine, je crois, qui a envoyé un message et qui lui a dit, bon, bah, mon entreprise, elle paye, c'est bon. Et elle me dit, je dis, bah, elle me dit, ah, merci Adrien, c'est grâce à ta vidéo et tout. Je dis, bah, c'est ta cousine. Elle me dit, oui, mais ça fait 10 ans que je lui dis que je fais Enfant Soleil et ça fait 10 ans qu'elle me donne rien. Et là, elle a vu la vidéo, elle l'a fait. Mais c'est ouf, moi je suis tellement aussi convaincue du pouvoir de la vidéo à l'heure actuelle comme outil. Je pense que on n'imagine pas à quel point l'impact il peut être énorme. Et ce que je trouve assez ouf dans toutes tes histoires, c'est que, bah, comme tu dis, des fois tu sais pas à l'avance ce que ça va créer. Non, tu sais pas. Mais en fait, comme tu dis, ça peut être de la peinture, ça peut être la cuisine, ça peut être un gala, un festival. Et du coup, tu crées des opportunités dont tu connais pas les fins, mais qui peuvent vraiment attirer du monde autour d'un projet, quoi. Et je pense que toute ma vie entière et tout mon parcours de vie, ça a été que ça, c'est comment créer des opportunités. Tu vois, comment je pars voyager, comment ça a changé ma vie. Pourquoi je pars en Colombie, ça a changé ma vie. Pourquoi, et tu vois, en fait, la moindre action que tu mets en place, tu te rends compte que ça crée des opportunités, quoi qu'il arrive. Tu sais pas ce que ça va arriver, tu sais pas ce qui va arriver. Mais en fait, moi, pour moi, c'est le jeu de la vie, tu vois. C'est pour ça que je fais aussi autant de choses bénévoles. C'est pour ça que j'essaie de donner autant. C'est pour ça que parce qu'en fait, je me dis, mais en fait, chaque chose que tu donnes, à un moment, tu reçois et j'attends rien. Mais je sais que la vie, elle va me donner quelque chose. Et c'est ouf. Et du coup, je reçois. Et c'est ce qui te permet de. Moi, les filles, quand elles m'ont appelé pour le Kilimanjaro, je les ai jamais contactées. Et c'est juste moi qui apparemment avait checké leur compte, j'avais trouvé ça sympa, leur truc, j'ai suivi. Et les filles, elles m'ont raconté après, elles m'ont dit, ah, il y a un bête de photographe qui nous a suivis et tout, il y a le truc du Kilimanjaro, il faut lui demander. Et elles m'ont demandé. Et elles ont vu qu'on avait un tel en commun, ils ont demandé, ils ont appelé les gens, ouais, c'est comment lui, etc. Ils ont dit, ouais, non, il est cool, ok. C'est lourd, que des opportunités. C'est ça. Et du coup, c'est quoi tes projets actuellement? Et peut-être tes futurs projets de l'année en ce moment? Les projets, j'en ai plein, mais je me laisse un peu, tu vois, un peu aller avec les projets que j'ai. Là, j'essaye beaucoup, moi, personnellement, de travailler beaucoup tu vois, mon travail, ma personnalité. C'est pour ça que j'ai commencé le podcast. J'essaye de faire la newsletter, j'essaye de faire des trucs parce que je pense que bah, c'est aussi des créateurs d'opportunités. En fait, je me suis vraiment reconnecté sur il y a 6 mois, j'ai essayé vraiment de retravailler sur qu'est-ce qui a le plus d'impact dans ce que je fais tous les jours et qu'est-ce qu'il n'y en a pas vraiment. J'enlève tout ce qu'il n'y en a pas vraiment et je garde vraiment ou qu'est-ce que je peux faire qui peut vraiment avoir un impact. On a retenu quoi sur ça? Les choses qui durent. Vraiment se concentrer sur les choses qui durent. Tu vois, là, le podcast, bah, parce que je crois que, on l'a dit tout à l'heure, bah, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça sert. Moi, là, j'ai fait Adama qui est d'Enfant Soleil, j'ai fait mon pote Pierrot qui est de la Maison des Rois. C'est des projets que j'ai accompagnés, etc., en lesquels je crois et qui sont juste ouf. Et c'est des personnalités hyper, que j'aime beaucoup, mais au-delà de ça, qui sont hyper inspirantes. En fait, c'est des outils aussi pour eux de présenter leur. Tu vois, moi, je peux faire une vidéo de 2-3 minutes, je vais te balancer de l'émotion, je vais te balancer le truc. Mais quand on fait un podcast, on va beaucoup plus loin dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Là, on peut parler de peut-être l'enfance du gars et peut-être ce qui a connecté avec le fait qu'il fasse ce projet-là. Peut-être toutes les galères qu'il a eues dans le projet.
On fera jamais un docu vraiment là-dessus, on fera jamais, enfin pourquoi pas, tu vois, mais voilà. Et du coup, diversifier les formats pour diversifier l'information et pour garder une trace sur beaucoup de choses. Tu vois, les newsletters, je me dis, bon, ça reste un peu, même si c'est un peu éphémère, parce que bon, à un moment, tu vas la supprimer. Mais voilà, ça reste, tu vois, tu racontes un petit peu les backstage. J'essaie de montrer un peu le processus et surtout aujourd'hui, en vrai, mon grand projet, c'est de créer un peu une communauté derrière tout ça. Euh, Parce que c'est dur d'être tout seul. Et on en a parlé un peu en off avant, mais je dis pas que je suis tout seul parce que je sais qu'il y a des gens qui essayent de faire un peu des choses similaires, pas forcément comme moi, parce que chacun est comme il est. Mais je trouve que ça manque, tu vois. Je trouve que ça manque et je suis triste des fois de voir des potes que je connais qui sont à Paris, qui sont hyper engagés de base, qui sont hyper humains et qui se retrouvent à faire du corporate à la con parce que on va pas se mentir, tu vois, tu crées pas de valeur, tu crées de la valeur pour des gens qui en créent pas pour le reste. Euh, et je trouve ça triste parce qu'en fait, je vois que eux, c'est des gens qui ont peut-être lâché leur job, qui ont peut-être fait des grandes études et qui ont lâché des très bons jobs pour pouvoir vivre de leur passion, que ce soit la photo, la vidéo, pour à la fin finir dans les mêmes endroits, dans des bureaux, à prendre des photos, à prendre des vidéos avec des gens qui font pas forcément trop avancer le monde, en tout cas c'est ma vision, tu vois. Et, tu vois, moi la photo, la vidéo, moi je dis souvent c'est mon passeport, c'est ce qui m'a fait vivre des trucs de ouf dans ma vie. C'est ce qui me fait vivre des trucs de ouf dans ma vie. Et j'ai pas l'impression de vivre des trucs de ouf quand je vais à la défense ou même quand je fais des mariages, tu vois, genre, c'est marrant, mais bon, voilà, c'est pas le mien, tu vois. Donc, donc voilà, en fait, moi j'aimerais bien, je crois beaucoup en ce que je fais, je crois beaucoup en ce que ça me génère dans ma vie de tous les jours, dans ma personnalité, comment ça m'a fait évoluer, euh, tu vois, l'ouverture d'esprit que j'ai pu avoir, toutes les expériences de ouf que je vis. Alors certes, je prends des bus pendant 15 heures, je dors par terre, tu vois, je le sais, et je sais que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Pas tout le monde est obligé de le faire au Sénégal et pas tout le monde est obligé de le faire dans les conditions que moi je le fais. Mais voilà, je pense que ça te reconnecte beaucoup à ce que tu fais. Ça te permet d'aimer ton appareil photo, ça te permet d'aimer ton art, ça te permet d'aimer, tu vois, de rencontrer des gens de ouf. Et surtout de travailler sur le long terme parce que une fois que tu as créé une. Tu vois, moi j'ai pas de concurrence. Moi Ouais, j'allais dire, j'ai pas de concurrence. tu connais des gens qui bossent vraiment que dans la vidéo, photo, l'aspect social, environnemental. Enfin, Non, parce que toi, non, j'en connais pas. J'en Non. connais qui le font ici. Ici, des locaux qui bossent pour les ONG et tout. Ouais. Mais c'est de la prod, tu vois. C'est de la prod et le reste du temps, ils vont aller, ils bossent pour des boîtes de prod. Donc, les grosses ONG, là, je te parle ONU, Action contre la faim, des trucs un peu gros. Moi, je travaille pas trop avec ces trucs, enfin, je travaille pas avec ces trucs-là. Eux, ils appellent des boîtes de prod, des grosses boîtes de com. Donc voilà, ils envoient des cadreurs, ils envoient des trucs. Mais tu vois, même eux, en fait, ils sont pas connectés avec le projet. Parce qu'ils vont juste là-bas pour cadrer. Ils vont juste là-bas pour faire l'interview. Ça les choque un peu. Ça les intéresse. Ils vont dire, ah, c'est sympa. Ah, j'ai vécu un truc cool. Mais moi, en fait, ce que je suis content, c'est que j'ai réussi à aussi que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que tous les projets, on s'appelle, on parle des projets, on fait avancer les trucs. Et en fait, il n'y a pas un projet qui se crée dans tout mon écosystème sans qu'il m'en parle. Parce que la com, elle va en faire partie du projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu le responsable com de 10 projets ici. Et ah Adrien, on veut faire un truc, un concert, qu'est-ce que t'en penses? Comment on fait, etc. Tu vois? Et c'est quoi le truc? Et en fait voilà, moi j'ai la vision com, donc j'ai la vision comment on va le communiquer, comment on va le truc. Je suis pas une agence de com et je veux pas l'être. On me l'a déjà demandé, monte une boîte de prod, monte une boîte de com, monte une agence de communication. Moi, tu vois, j'ai pas envie de faire des flyers, j'ai pas envie de faire des. Enfin, c'est pas mon taf, tu vois. Mais par contre, la vision, je l'ai, comment monter un projet, je l'ai. J'en ai trop accompagné, tu vois. J'en ai trop accompagné ou j'ai trop collaboré avec des gens comme ça et donc j'ai vu toutes les erreurs qu'ils ont faites. J'ai vu toutes les choses positives, tous les trucs qui fonctionnent moins bien. Et voilà, donc non, et puis quand je disais que j'ai pas concurrence, c'est pas dans le sens où il y a personne qui fait ça, c'est dans le sens où les gens avec qui je travaille, ils vont pas travailler avec quelqu'un d'autre.
Tu vois ce que je veux dire? Moi, mes Ouais. potes qui bossent avec des corporates et tout, chaque année, si ton devis il est pas bon, ils vont changer, ils en ont rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu mets aussi beaucoup du tien Je dans mets ton beaucoup d'humain. métier. Ouais, Et du coup, bah, t'es pas remplaçable, entre guillemets, parce que ils sont pas que là parce qu'ils ont besoin d'une vidéo, quoi. ouais, ils ont besoin de ma vision aussi, tu Mm, vois. mm, mm, Ils ont besoin de ma vision et puis ils savent que je donne plus que ce que je fais juste en vidéo. J'essaie de connecter les gens. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'essaie de développer mon réseau à moi, mon Instagram, mon LinkedIn, les newsletters, les podcasts, pour aussi diversifier ça parce que je crois beaucoup que, bah, tu vois, ça ouvre aussi des opportunités et je le fais pour les autres, donc il faut que je le fasse aussi pour moi parce qu'en le faisant pour moi, ça va l'ouvrir pour les autres, tu vois. Ouais. Et voilà, ça va les connecter, peut-être trouver de l'argent, peut-être trouver des partenariats, voilà. Mm. J'ai vu aussi que tu avais créé un programme pour accompagner des gens qui ont des projets à impact. Ouais. Est-ce que c'est que dans la photo, la vidéo? Est-ce que c'est... Est-ce que tu peux Euh, nous en parler? Et peut-être aussi, est-ce que selon toi, il y a de la place pour ce que tu fais? Euh, Est-ce que le métier que tu fais à l'heure actuelle, qui est assez unique, entre guillemets, ouais. il y a de la place ou pas, très concrètement? Comment Ouais, tu je vois les pense. choses? Ouais, je pense, ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de place parce que pourquoi? Parce qu'en fait, je crois beaucoup que le système, et là je parle du monde même, on est en train d'évoluer. Vous avez fait un podcast sur les raisons d'être, sur toutes ces choses-là. Euh, En fait, c'est le monde, il va changer comme ça. Ça y est, les gens, ils en ont marre des entreprises qui font juste du bif. Les gens, ils en ont marre des entreprises qui sont juste là pour faire des dividendes, pour faire tout ça. On est dans un monde où on est en train de changer ce qui est une entreprise, on est en train de changer ce qui est un projet, on est en train de changer tout ça. On est en train de conscientiser les gens que bah, une association, ça doit lever des fonds, ça doit, voilà, qu'une start-up ou une entreprise qui monte, bah, il faut qu'elle ait un impact sur la société, positif, il faut qu'elle fasse avancer les choses, il faut qu'elle crée de l'emploi, il faut qu'elle crée de la valeur, il faut qu'elle fasse de l'inclusion, il faut qu'elle fasse, voilà, faut qu'elle fasse en fait, il faut qu'elle serve à quelque chose. C'est tout. Et donc, on est dans une société où aujourd'hui, on demande quand même aux gens de servir à quelque chose. On demande aux entreprises de servir à quelque chose. L'être humain se pose aussi des questions sur son sens. Tout le monde quitte son Tous les êtres job. humains. Ouais, voilà. Ouais. Tout le monde quitte son job. Ouais, le salariat, l'entrepreneuriat. Bon, l'entrepreneuriat, je le conseille pas à tous parce que c'est difficile et je pense pas que tout le monde soit fait pour ça. Mais voilà, trouver du sens à ce que tu fais, trouver du sens à ton travail de tous les jours, peut-être travailler avec les enfants, peut-être travailler avec les adultes, peut-être travailler avec les anciens, peut-être enseigner, peut-être voilà. Donc on est de plus en plus à se reconnecter parce qu'on s'est totalement déconnecté de tout ça pendant pas des siècles, mais en tout cas des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est une génération, et les générations à venir, elles ont plus rien à faire des entreprises, elles veulent du sens, elles veulent quelque chose. Et donc je pense que petit à petit, les photographes, les vidéastes, ils vont devoir valoriser ça. Tu vois ce que je veux dire? Les entreprises, elles vont devoir s'adapter. Comme je te disais, Apple, ils vendent pas des téléphones. Tu vois ce que je veux dire? Comme les entreprises, elles arrêtent de vendre des produits. Elles font plus de pub. La pub, c'est mort. La pub, elle a changé. La pub, c'est plus ça. Maintenant, c'est du storytelling. C'est parler. Tu vas vendre un iPhone de par ce qui va te permettre, de par ce que ceci va te générer, de ce que peut-être demain, ils vont le faire d'une manière un peu plus éthique. Ou demain, ils vont le faire. Donc, ils vont promouvoir ça. Ils vont pas promouvoir le produit. Le produit, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que ça te permet, c'est qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de tous les jours. Et donc, il va falloir des storytellers pour de vrai. Il va falloir des gens qui se connectent un peu aux émotions, un peu à tout ça, tu vois. Et, euh, et ça manque. Enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais, tu vois. Moi, je vois les vidéos, je vois les trucs, les messages, je vois les influenceurs, je vois. Ah, ça manque un peu de fond, tu vois. Ouais. Ça manque un peu de fond. Je suis personne pour juger, mais je pense que vraiment, en fait, on va avoir besoin de ça. Il va falloir que vous soyez bon pour ça. Et donc, les photographes, les vidéastes, je vous conseille. Je vous conseille de vous reconnecter à l'humain. On est dans une période aussi, on parle d'IA, de trucs, etc. Moi, malgré que je suis dans mes brousses à prendre des photos et à des vidéos, je suis, tu vois, hyper connecté et hyper conscient du monde aussi dans lequel on vit. Et moi, je me connecte beaucoup à l'humain parce que aussi, des trucs comme l'IA et tout, ça va bouffer tous les tafs qui servent à rien et qui n'ont pas de sens en fait, tu vois. Mais par contre, si ça va jamais prendre l'humain parce qu'ils seront jamais capables d'avoir des sentiments, d'avoir
tu vois, ce sera hyper difficile d'avoir cette sensibilité-là. Et c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle, c'est nous ça. C'est nous. Et du coup, se reconnecter un petit peu au sens humain. Tu vois, moi j'ai appelé le podcast Sens, c'est parce que voilà, c'est le sens en fait. C'est important d'avoir du sens. Et tout le monde, ah, je suis en quête de sens. Ah, j'ai arrêté parce que j'avais plus de sens de le faire. Donc j'avais plus, tu vois, tout le monde, c'est le mot à la mode. Donc bah vas-y, on va appeler comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas de podcast qui s'appelait comme ça. Ouais. Donc c'est ouf. Alors que c'est un mot, c'est genre Oui, le c'est un mot mot à que la mode. j'utilise partout. Impact, sens, c'est, tu Ouais. vois, les mots que tout le monde utilise. T'as pris les deux, toi. Tu t'es dit, allez, Ouais, vas-y. moi je prends All in. impact sur moi et ouais, et sens pour ça parce que c'est ça. Et tu vois, et tous les gens qui ont fait des projets, c'est tous des gens qui à un moment ont eu un switch sur leur sens. Enfant Soleil, la femme Adama, voilà, elle a une fille qui naît et qui est atteinte d'une trisomie. Ok, c'est quoi le sens de ta vie? Là maintenant, tu as une fille, va falloir que tu t'en occupes parce qu'elle sera jamais vraiment indépendante. Tu vas faire quoi? Ça va être quoi ta vie avec elle? Ok, bah faut que je m'en occupe. Il va falloir que je change. J'étais carriériste, je voulais machin, truc, ceci, cela, faire de l'oseille. Bah en fait, il va falloir que je revoie mes projets et que je me connecte à ma fille qui va avoir besoin de moi. Et donc, quel projet je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire pour que ma fille elle avance, tu vois? Et donc, tout le monde a un switch comme ça à un moment, tu vois. Voilà, se reconnaître. Souvent, c'est des erreurs, souvent, c'est des choses un peu graves qui t'arrivent. Peut-être un cancer, peut-être une maladie, peut-être un décès, peut-être un voyage qui va te dire, ah, en fait, peut-être il faut que je fasse Ouais, ça, tu une lassitude aussi, vois. des Ouais, fois, je crois. Alors, lassitude aussi, ouais. la difficulté, c'est que je pense qu'il y en a qui sont dans Il cette faut quand même un lassitude point. et Il ont faut quand du même un mal point à. Ouais, il faut quand même un point exactement. de bascule, parce que c'est Tu juste peux la vite rester lassitude. dans une Ouais, la situation lassitude, qui souvent, est la même. ouais, Mais tu sens que c'est quand même une souffrance parfois de ouais. rester dans cette situation Mais, sans avoir un truc assez fort pour t'en sortir. ouais, mais souvent, il te faut quand même un moment, Un peu décisif, ouais. ouais, un moment décisif, parce que pour prendre une Tu te rappelles que le temps ouais, passe. ouais, voilà. Donc, c'est peut-être même la mort de ton voisin, ou j'en sais rien, qui va dire, bon, peut-être que je me réveille, tu vois. Et donc voilà, donc je pense que vraiment, et puis tu vois, c'est de l'art en fait, on fait de l'art, on fait tout ça, donc il faut se reconnecter à l'humain dans tout ça, tu vois. Il faut se reconnecter à pourquoi tu le fais. Ok, bah écoute, trop bien. Moi, j'avais peut-être juste une dernière question sur bah, comment tu vois, ou est-ce que tu as une vision long terme de ce que tu as envie de faire, De moi? d'être, de toi? Alors, j'ai l'impression que toi, c'est beaucoup marche par marche. Ouais. Donc, je sais pas si De tu as cette vision long terme et aussi peut-être qu'est-ce qui, je sais pas moi, dans ta vie aujourd'hui, tu aimerais peut-être changer ou faire évoluer pour te rapprocher de cette vision long terme. Non, ouais, moi j'ai toujours eu un peu un problème avec la vision long terme. Mhm. Parce que j'ai toujours un peu l'impression que je me bride en ayant une vision long terme. Ouais. Parce que j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Donc en ayant une vision long terme, c'est un peu fermer une vision Fermer des possibilités qui former peuvent des venir en possibilités. Ouais, chemin, c'est quoi. ça, je suis quasiment sûr que dans 5 ans, en 10 ans, je suis pas où j'aurais pensé, tu vois. Ouais. Non, moi, ce que j'aimerais changer, après c'est difficile, hein. Moi je voyage beaucoup, des fois t'as envie d'être un peu plus stable. En même temps, si t'es trop stable, c'est que ça va manquer. Voilà. Donc je pense qu'on n'est jamais trop satisfait. Non, prendre les choses comme elles sont. En fait, moi ce que je veux, c'est donner le maximum et tu vois, pas avoir de regrets. Donc faire les choses à fond, vivre les choses à fond, voir les choses avancer pour tout le monde, mais pour moi aussi, tu vois, parce que je fais avancer les gens, parce que je sais que ça me fait avancer aussi, tu vois. Et non, moi, ce que je souhaite pour le reste, c'est qu'il y ait plus de gens comme ça, en fait, tu vois, que j'ai pu à venir ici. En vrai de vrai, tu vois, moi, je suis content de venir ici, et je suis content d'aider les projets, mais j'espère réellement que demain, au Sénégal, va y avoir beaucoup de jeunes qui seront formés à ça, qui auront les moyens d'avoir les caméras qu'on a, qui auront les moyens de faire du très bon truc. Et il y en a, hein, il y en a, mais aujourd'hui c'est pas accessible à tous ceux qui le font. Donc voilà, moi je suis un peu l'électron libre de tout ça, mais aujourd'hui ouais, c'est vraiment, moi ma vision là, c'est, 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 c'est partager, tu vois, un maximum. Là, je fais une immersion au village dans un mois et demi, essayer de ramener des gens d'ici, tu vois, créer un mix avec des gens un peu de France,
Ouais, j'ai vu à Camadio avec des gens d'ici, ouais. porteurs de projets. Non, ouais, là, du coup, pour des gens qui ont des projets, mais du coup, des photographes et des vidéastes. Et tu vois, Engagés, quoi. essayer de les reconnecter un petit peu à ça. Je pense qu'en fait, il faut le vivre. Moi, j'en veux pas aux gens qui le font pas. J'en veux pas à mes potes qui sont à Paris et qui se lancent pas dans ce que je fais parce que le chemin est dur et en plus, ils sont dans des conforts, ils prennent de l'argent, ils facturent bien. Donc, pour facturer la même chose dans tout ça, c'est difficile. Mais je pense qu'il faut le vivre à un moment pour avoir un peu ce switch. Et tu vois, on parle de, tu vois, créer un peu les switches des gens. Et voilà, ouais, l'éducation, beaucoup l'éducation. Je pense que c'est un peu la finalité finalement, je me rends compte. Je me rends compte qu'on fait pas avancer les choses autrement que par l'éducation. Je me suis rebellé beaucoup contre l'école, mais finalement, j'ai jamais appris autant que depuis que je suis plus à l'école et je pense que tu vois, j'écoute beaucoup de choses. Bon, j'y ai peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, je regarde beaucoup de docus, je regarde beaucoup de choses. J'essaie d'apprendre beaucoup, je parle beaucoup avec les gens. Et voilà, je pense que l'éducation, la transmission, finalement, c'est ce qui est le plus important, tu vois. Donc, tu vois, les podcasts, c'est intéressant aussi pour ça. T'inspires des gens, tu fais changer un peu. Peut-être qu'un podcast, il peut être l'élément déclencheur des fois de certaines personnes. Un film, tu vois, et créer des éléments déclencheurs, peut-être, tu vois. Peut-être ça, voilà. C'est clair. Bah, trop cool en tout cas de voir que tu fais tout ça pour les gens que t'aides via les vidéos, mais aussi en aidant des gens qui peuvent avoir envie aussi de donner plus de sens à ce qu'ils font. Et je trouve ça cool de se dire que on peut aussi, comme tu l'as fait, inventer un peu son métier et y mettre aussi un peu plus du sien. Et c'est ce qui donne sens aussi quand on arrive à peut-être prendre différents éléments et à se dire, bon, bah, peut-être que j'aime la photo, la vidéo, mais peut-être que j'ai envie que ça ait un impact auprès de ce type de population. Donc, trop cool, hyper inspirant. Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Hein. Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et n'oublie pas de laisser un like s'il t'a plu. Ciao!